Je t'ai préparé ça spécialement pour tes nerfs, maman, dit Étienne, en posant la tasse devant moi comme une offrande de paix après la bataille. Son sourire n'atteignait pas ses yeux, c'étaient les yeux de Jean, son père, mais ils étaient devenus durs et vides des années auparavant. Je n'ai pas bu une gorgée, pas tout de suite. La veille, j'avais trouvé cette enveloppe coincée entre la facture d'électricité et un catalogue de la coopérative agricole. Un contrat d'assurance vie, tout neuf, mon nom en haut, celui d'Étienne en bas, bénéficiaire. Alors ce matin, il m'avait à peine serré dans ses bras en entrant, écartant juste la moustiquaire de la porte comme si c'était sa maison. « Tu ne devrais pas rester seul ici », avait-il dit, jetant un regard sur ma véranda bien rangée avec toutes ses fougères en pot, comme s'il inspectait les lieux, comme s'il n'y était pas né. Et maintenant, le voilà avec sa tisane et son air faussement prévenant, m'appelant maman plus de fois en une matinée que je ne l'avais entendu depuis des années. Et moi, idiote que j'ai été, j'ai hoché la tête et dit « merci ». Mais je n'ai pas bu. J'ai tendu la main gauche vers la tasse, l'arthrite tordant mes articulations comme des racines tenaces, mais ma main droite a glissé sous la table, ouvrant le vieux sachet en velours que j'utilisais pour mes graines anciennes. J'ai incliné la tasse juste assez pour en verser une partie à l'intérieur. Le sachet était doublé. Laure me l'avait donné pour y conserver les choses précieuses. Ça va bien la faire rire. Tu as l'air en forme, maman, dit Étienne. Pour 78 ans, je veux dire. Sa voix était trop sucrée, comme une tarte où l'on aurait mis trop de sucre pour cacher des fruits gâtés. La chaise a grincé sous mon poids alors que je me penchais en arrière et le dévisageais longuement. Eh bien, je ne suis pas encore morte. Il a eu ce rire creux, comme un aboiement, puis a attrapé ma main sur la table. Je veux juste renouer le contact, être là pour toi. Drôle, il n'avait pas été là pour moi quand j'étais tombée des marches de la véranda le printemps dernier et que j'avais eu besoin qu'on m'emmène au dispensaire, ni pour mon opération de la hanche, ni quand le toit a fui pendant la grande tempête et que j'ai dû le réparer moi-même, en jurant tout du long. Mais maintenant, il était là avec sa tisane et un sourire d'homme qui pense avoir 3 coups d'avance. L'horloge du salon sonna 3 heures. Cette vieille chose avait toujours 5 minutes d'avance. Étienne tressaillit légèrement au son, à peine, mais je l'ai vu. Il est nerveux. Bien. Eh bien, dis-je en pliant ma serviette et en tamponnant le coin de mes lèvres comme une dame de la vieille école. Pourquoi ne restes-tu pas dîner? J'ai un plat de haricots qui mijote et du pain au four. Ses yeux s'illuminèrent comme si je venais de lui tendre le titre de propriété. Bien sûr, maman, ce serait très gentil. Je me suis levée lentement, mes genoux craquant plus fort que le plancher, et j'ai rejoint la cuisine. En remuant la marmite, j'ai regardé par la fenêtre vers la cabane. Jean l'avait construite de ses propres mains. Les murs portent encore son odeur, cèdre et tabac à pipe. Si Étienne pense que je suis devenue faible juste parce que je tricote et que je parle à mes plantes, il a oublié qu'il a élevé. La tisane reposait, intacte, sur la table derrière moi, refroidissant à côté d'un vase de roses fraîchement coupées, les mêmes que je taillais pendant qu'Étienne jouait dans le jardin, avant qu'il ne devienne trop occupé pour rentrer à la maison. Dans la poche de mon tablier, le petit sachet de graines était en sécurité. Je l'apporterai alors dès demain matin. Ce soir je le laisserai croire qu'il avait gagné, et mon chéri, il n'aurait vraiment pas dû me traiter d'obsolète. Pas dans cette maison, pas dans mon jardin, car les racines de cette vieille femme sont profondes. Il croyait avoir verrouillé le coffre-fort. Ce matin, j'étais pieds nus dans mon jardin, les doigts dans la terre. La rosée était froide sur ma voûte plantaire, mais j'aimais ça. Ça me rappelait que j'étais encore en vie, encore là, encore à veiller. La fiole de tisane, enfin, ce que j'en avais gardé, était sur mon comptoir de cuisine, bien fermé dans un pot de confiture. Je l'avais nettoyé et étiqueté comme je le fais pour toutes mes conserves. 12 avril. Suspect, c'est ce que j'ai écrit, juste pour que Laure sache quoi faire. Mais là, dans la brume matinale, je me suis laissé aller au souvenir. Après la mort de Jean, Étienne a disparu comme une pierre jetée dans une rivière. Un instant, nous étions côte à côte devant la tombe, il me tenait le coude si fort que j'ai cru qu'il me laisserait des bleus. L'instant d'après, il était parti. Pas de visite, pas même un coup de fil. Après mon opération de la hanche, c'est Laure qui a dû faire les allers-retours, que Dieu la bénisse. J'ai essayé de ne pas le prendre personnellement. Vous savez comment sont les hommes, me disais-je. Le chagrin les rend silencieux, colériques. Mais les années ont passé, et le silence n'a jamais changé jusqu'à la semaine dernière, quand il a appelé de nulle part. Je voulais juste prendre de tes nouvelles, maman, a-t-il dit, suggérant qu'il devrait peut-être venir me voir. J'aurais dû savoir à ce moment-là que les gens ne changent pas si soudainement, sauf s'ils veulent quelque chose.
Et Étienne, il n'a jamais rien voulu qui ne soit à son avantage. Quand il était petit, il volait des sucres en morceaux dans la boîte à thé, pensant que je ne le remarquais pas. Je laissais faire, me disant qu'un peu de douceur ne fait pas de mal dans un monde qui peut être si amer. Mais maintenant je me demande, peut-être a-t-il toujours eu cette faim pour ce qui ne lui appartenait pas. Il était charmant quand il le voulait. Il pouvait faire fondre du beurre avec sa voix, c'est ce que Laure disait. Mais même adolescent, il avait cette lueur derrière les yeux, comme s'il calculait toujours, attendant de voir ce qu'il pouvait obtenir de vous avant que vous ne vous en rendiez compte. Pourtant, je me suis dit que c'était bien qu'il soit revenu. Je me suis dit que c'était peut-être une seconde chance. Mais mon chéri, les secondes chances viennent avec de la sincérité, pas avec une tisane contenant quelque chose d'étrange et un contrat d'assurance vie que je n'ai jamais signé. J'ai passé la majeure partie de la matinée à tailler les rosiers et à surveiller la route. Aucun signe de lui aujourd'hui. Probablement de retour en ville à passer des coups de fil, à tout organiser. Il ne savait pas que j'avais fouillé dans la poche de sa veste hier soir, pendant qu'il était dehors à faire semblant d'admirer le jardin. J'ai trouvé son téléphone déverrouillé, Dieu bénisse son arrogance. J'ai remarqué des appels récents vers un numéro simplement étiqueté DCF. Quand j'ai cherché ce numéro sur Google, il était lié à un homme connu pour ses consultations financières et sa réorganisation de patrimoine pour seniors. Un escroc, purement et simplement. J'ai regardé ma maison, les rideaux cousus main, le patchwork sur le rocking chair, la pipe de Jean reposant toujours sur la cheminée. J'ai construit une vie ici. C'est modeste, oui, mais c'est à moi. Chaque poutre est imprégnée d'efforts et de souvenirs, et maintenant mon fils unique veut m'encaisser comme si j'étais un fonds de prévoyance. J'ai pressé mon pouce arthritique contre la vieille étiquette de la boîte à thé de Jean. Il disait toujours, chaque plante a sa raison d'être, mais certaines sont un poison déguisé en beauté. Je suppose qu'il en va de même pour les gens. Demain, j'apporterai ce pot de confiture à Laure. Elle a toujours eu la main sûre et la méfiance d'une infirmière. Elle saura s'il y a une vérité dans cette tisane. Et quant à Étienne, qu'il continue de sourire. Qu'il continue de m'appeler maman comme s'il le pensait. Parce que mon chéri, je suis en train de planter quelque chose moi aussi. Et je te le promets, quand ça fleurira, ce ne sera pas ça à quoi il s'attend. Laure n'a pas posé de questions quand je suis arrivée à sa porte, tenant ce pot de confiture comme si c'était de l'eau bénite. Entre, a-t-elle dit en s'essuyant les mains sur son tablier. L'odeur de clous de girofle et de cire d'abeille m'a frappée en entrant. Sa petite cuisine était exactement comme en 89, des rideaux en dentelle, un casier à épices par ordre alphabétique, une vieille horloge qui battait comme un cœur. Je lui ai tendu le pot, mes mains tremblant légèrement. Il m'a apporté de la tisane, ai-je dit. Je ne l'ai pas bu. Elle l'a tenu à la lumière. Ça a l'air inoffensif. Lui aussi, ai-je marmonné. Laure n'a pas souri. Elle a juste ouvert le pot, y a trempé un coton-tige et s'est mise au travail comme si elle attendait ce moment. Des années de soins infirmiers n'avaient pas émoussé ses instincts, et elle n'avait jamais fait confiance à Étienne. Elle a placé un petit échantillon dans son vieux kit de test portable. Ça ressemblait à une boîte de pêche, mais c'était plus intelligent que la moitié des médecins que j'avais connus. Nous nous sommes assises en silence à la table de la cuisine. Le vent faisait teinter les carillons à l'extérieur, ce doux tintement métallique qui me donnait la chair de poule. « Pourquoi maintenant » a-t-elle finalement demandé. « Qu'est-ce qui l'a ramené ?» J'ai fixé sa théière en céramique, d'un bleu pâle, la même qu'elle utilisait quand Jean est décédé. J'ai trouvé un nouveau contrat d'assurance vie à mon nom. Étienne est l'unique bénéficiaire. Laure n'a pas scié. Tu as signé quelque chose. Patiemment. Elle a hoché la tête et s'est retournée vers son kit. Des sédatifs, a-t-elle dit enfin. Faible dose, mais assez pour te rendre somnolente, passive, confuse. S'il continue assez longtemps. Ma poitrine s'est serrée. Je pensais être prête à l'entendre, mais la confirmation a un poids bien à elle. Ça pourrait être sur ordonnance, a-t-elle ajouté, ou importé. Il est prudent, mais ce n'est pas de la camomille. J'ai regardé mes paumes, encore sales de terre du jardinage de ce matin. Jean les appelait des mains honnêtes. Laure a tendu la main et a couvert les miennes. Tu sais ce que c'est, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. C'est un coup monté. Il veut m'user, me faire passer pour quelqu'un qui ne peut plus s'occuper d'elle-même. Il pense probablement que je vais signer une procuration, ou pire. Les carillons ont claqué plus fort. Une tempête approchait. Je le sentais dans mes genoux. Je vais t'aider, a dit simplement Laure.
On ne va pas le laisser s'en tirer comme ça. C'est ça, le truc avec les vieilles femmes, ma chérie. On a peut-être la voix douce, on fait des tartes et on porte des châles, mais quand on se sert de ceux qu'on aime contre nous, on durcit comme de l'argile passée au four. Laure a mis la tisane dans son congélateur, derrière un vieux rôti de porc. On donnera ça à quelqu'un d'officiel, a-t-elle dit. Mais d'abord, continue de jouer le jeu. Continue de sourire. Ne lui donne aucune raison de s'enfuir. J'ai hoché la tête. Il se croit plus malin, il se trompe. En partant, elle m'a donné une tranche de cake au citron enveloppée dans du papier paraffiné. Garde tes forces, a-t-elle dit. Je suis rentrée en voiture avec le gâteau sur le siège passager et une fureur dans la poitrine que je n'avais pas ressentie depuis l'enterrement de Jean, quand Étienne s'était volatilisé comme un fantôme avec un héritage. Les nuages s'étaient amassés bas sur les montagnes. L'air était lourd. La lumière de ma véranda s'est allumée alors que je garais la voiture sur le gravier, projetant une longue ombre sur les marches. À l'intérieur, tout semblait pareil, les tasses à thé dans l'évier, le fauteuil préféré de Jean, vide. Mais je me sentais différente. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas paniqué. Je me suis préparé ma propre tasse de tisane, de la camomille, de la vraie cette fois, et je me suis assise près de la fenêtre tandis que la pluie commençait à tomber. Je le laisserais croire que la potion fonctionnait, que je m'affaiblissais, que je perdais pied. Mais demain je l'appellerai. Je le remercierai pour sa tisane apaisante, et je l'inviterai à passer plus de temps avec moi. Parce qu'Étienne pense qu'il chasse une vieille femme dans les bois, mais il ne sait pas, mon chéri, que cette forêt m'appartient toujours. Hier, j'ai joué le rôle. J'ai décroché le téléphone et appelé Étienne en milieu de matinée, à l'heure où je l'appelais quand il daignait encore répondre. Bonjour, mon chéri, ai-je dit, la voix douce comme du miel. Je voulais juste te dire merci. Cette tisane m'a aidé à dormir comme un bébé. Il y eut une pause. Pas longtemps, mais juste assez. Puis cette voix sirupeuse a glissé à travers le fil. Tu vois? Je t'avais dit que ça calmerait tes nerfs. Je pensais, dis-je, en enroulant le cordon du téléphone autour de mon doigt comme je le faisais quand Jean appelait du dispensaire, que tu avais peut-être raison, j'ai été trop fière. Peut-être que j'ai besoin d'aide ici. Ça l'a ferré. Je pouvais entendre le sourire dans sa voix. J'adorerais rester un moment, maman. Tu ne devrais pas être seule ici. J'ai failli rire. J'ai vécu seule sans problème pendant 30 ans, j'ai élevé des chèvres, enterré un mari et fait des conserves qui ont gagné des premiers prix dans tous les concours de la région. Mais j'ai laissé le moment en suspens. Peut-être ce week-end, ai-je dit, ma voix vacillant juste assez. On pourrait passer du temps ensemble. Tu pourrais m'aider avec, tu sais, les papiers importants. Oh, absolument. J'apporterai tout ce dont nous avons besoin, a-t-il dit trop vite. Je n'ai pas demandé ce qu'était ce tout. Au lieu de ça, je suis sortie m'asseoir sur la balançoire de la véranda, regardant les oiseaux picorer dans la mangeoire. J'ai siroté ma propre tisane, menthe et miel, écouté le vent passer à travers les pins comme s'il racontait des secrets. C'est là que je l'ai vu, Étienne, de l'autre côté de la route dans une voiture de location, fenêtre baissée, faisant semblant de faire défiler son téléphone. Il ne venait pas ce week-end, il n'était jamais parti. Il était là, à regarder, à attendre, tournant autour de moi comme un vautour au-dessus d'une charogne. Mon estomac ne s'est pas noué, ma main n'a pas tremblé. Je me suis juste balancée doucement, le laissant croire que je n'avais rien remarqué. À l'intérieur, j'ai ouvert le vieux registre où Jean notait ses plantations. J'ai ajouté une nouvelle entrée sous avril. Il n'en a pas seulement après l'argent, il veut que l'histoire paraisse propre. Un fils aidant sa mère fragile, sans résistance, sans question, sans laisser de traces. Mais il a sous-estimé une chose, j'ai toujours été attentive. Pendant des années, je me suis tue pendant qu'Étienne inventait des excuses, manquait des anniversaires et laissait des cartes de Noël sans réponse. Il y a eu la fois où il m'a demandé de lui virer de l'argent pour une panne de voiture, et il s'est avéré que c'était pour un voyage à Monaco. J'ai pris des notes, et maintenant j'en prends à nouveau. Après le dîner, j'ai sorti le vieil enregistreur de Jean de la boîte au grenier. Il fonctionne toujours, le son est toujours net. J'ai changé les piles et je l'ai glissé dans la poche de mon gilet. Juste un essai pour l'instant, juste pour m'entraîner, car cette fois, ce ne sera pas moi qui serai confuse et acculée. Il me prend pour une vieille sotte avec une tasse de thé et une petite retraite. Mais ce que je suis vraiment, c'est une botaniste, une veuve et une mère qui en a assez qu'on lui mente. Il s'approche pour donner le coup de grâce, alors je le laisse s'approcher. Je le laisse voir la porte non verrouillée, les lumières allumées, je le laisse penser que la forêt est silencieuse.
Mais écoute-moi bien, mon chéri, cette immobilité, ce n'est pas de la résignation, c'est de la stratégie. J'ai passé une bonne partie de l'après-midi au grenier, les mains noires de poussière et de souvenirs. J'en ai jamais fait confiance aux ordinateurs. Ils gardaient tout par écrit, registres, reçus, numéros de téléphone griffonnés dans les marges des catalogues de graines. Ils disaient que le papier était plus difficile à pirater. Maintenant, que Dieu le bénisse, cette habitude pourrait bien me sauver. J'ai trouvé les vieux dossiers d'Étienne cachés derrière une boîte de guirlandes de Noël, des bulletins de notes du lycée, une lettre de remerciement de son premier patron, et puis ça, un dossier en manille marqué affaireux. Jean Whitlow. Je me suis assise en tailleur sur le sol, les genoux me faisant un mal de chien, feuilletant page après page de fantômes financiers, des relevés de compte avec des découverts entourés d'encre rouge, des factures de cartes de crédit avec des paiements minimum à peine honorés. Il avait ouvert 3 cartes que je ne connaissais pas, tout au maximum, avec des taux d'intérêt qui feraient rougir un usurier. C'est là que je l'ai repéré, une facture de téléphone avec des relevés d'appel, des récents liés à la ligne fixe de mon bureau, celle que plus personne n'utilise sauf les démarcheurs et un appel occasionnel du club de jardinage. Des appels passés à un numéro avec un indicatif que je ne connaissais pas. Je l'ai noté au dos d'une vieille enveloppe de graines et j'ai redescendu les escaliers étroits, chaque marche gémissant comme si elle me disait de faire demi-tour. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis allé directement au téléphone et j'ai appelé Laure. J'ai un numéro, lui ai-je dit. Étienne l'a appelé depuis chez moi. Il ne pensait probablement pas que je saurais comment obtenir les relevés. Elle n'a pas demandé comment je le savais, a juste dit « Passe demain matin, je verrai ceux que je peux trouver ». J'ai raccroché et me suis appuyé sur le comptoir, regardant la bouilloire commencer à fumer. Ma main s'est posée sur la tasse de Jean, toujours ébréchée sur le bord, toujours parfaite. Je me souviens d'un temps où Étienne m'aidait à faire la vaisselle après le dîner. Il disait que la mousse était bizarre sur ses doigts. Il se faisait des barbes de savon et s'appelait Barbac sans grave bulle le brave. Jean riait aux larmes. Maintenant, des années plus tard, j'étais là, à frotter des empreintes digitales en me demandant si mon propre enfant essayait de m'effacer. J'ai sorti le sachet de thé de la tasse et j'ai regardé mon reflet dans l'eau trouble. Mon visage avait l'air fatigué, pas faible, remarqué, juste buriné comme une écorce qui a vu 100 hivers. Sur un coup de tête, j'ai fouillé dans l'ancienne chambre d'Étienne, celle que j'ai transformée en salle de couture. Bien sûr, il avait laissé son ordinateur portable ouvert la dernière fois qu'il était sorti prendre l'air. Le mot de passe était toujours Whitlow 1997, l'année de sa première faillite. Si je me souviens bien, il avait échangé des emails avec un certain Durand. Ce même nom revenait sans cesse dans les relevés d'appel. J'ai lu les derniers messages, la bouche pincée. Elle est seule, pas de réseau de soutien. Je la prépare en douceur. Le sédatif a fonctionné. Elle signera bientôt. Il faut agir vite. Une fois qu'elle sera hors jeu, je pourrai activer la procuration et faire passer le testament. Tiens-la au courant. Le terrain vaut plus que nous le pensions. Un ami agent immobilier dit au moins 600 000 €, peut-être plus avec les droits d'exploitation forestière. Prépare les papiers. Je suis resté à fixer l'écran un long moment, puis j'ai appuyé sur imprimer. L'imprimante dans le couloir a pris vie en toussant, sifflant comme un vieux chien, mais elle a fait le travail. Chaque page est sortie, chaude et accablante. Je les ai agrafées avec un trombone en forme de fleur, un de ces cadeaux idiots de Lord il y a des années. Elle appréciera la poésie de la chose. En glissant la pile dans un dossier étiqueté Déclaration d'impôt 2008, j'ai senti quelque chose changer en moi, pas de la rage, pas du chagrin, de la clarté. Je pensais que mon fils était perdu, que peut-être, juste peut-être, il retrouverait le chemin vers moi. Mais maintenant je vois qu'il ne s'est pas perdu, mon chéri. Il est parti délibérément. Et maintenant il est de retour, non pas pour le pardon, mais pour ce qui m'appartient. Eh bien, voyons voir comment il se débrouillera face à une mère qui sait comment documenter. Laure a ouvert la porte avant même que je ne frappe. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et n'a pas pris la peine de faire des politesses. « Tu as la marchandise ?» a-t-elle demandé en me faisant signe d'entrer. Je lui ai tendu le dossier marqué Déclaration d'impôt 2008, et elle a haussé un sourcil. Créatif. Elle a étalé les pages sur la table de sa salle à manger comme les pièces d'un puzzle. Ses lunettes de lecture ont glissé à mi-hauteur de son nez pendant qu'elle lisait les emails d'Étienne. Ses lèvres se sont serrées à chaque ligne. Je l'arrêterais moi-même, si j'avais encore mon insigne, a-t-elle marmonné. J'ai souri, à peine. Nous ne nous sommes pas assises tout de suite. Aucune de nous n'en avait envie. Trop d'énergie dans la pièce, comme être près d'un orage qui n'a pas encore éclaté.
Elle s'est finalement tournée vers moi. Je connais quelqu'un, Miles Marchand, un inspecteur à la retraite, mais il consulte encore pour le département. Discret, intelligent, il a grandi près de la région, il me doit une faveur. Je n'ai pas demandé quelle était cette faveur. Laure a aidé la moitié de cette ville à se sortir d'un pétrin ou d'un autre. Elle a passé l'appel sur le champ. Ça recommence, a-t-elle dit doucement dans le téléphone, mais cette fois, c'est quelqu'un que j'aime. Elle a fait une pause, écoutant. Oui, elle a des preuves, des emails, des relevés d'appel, un enregistreur audio et un pot de tisane suspecte. Un temps, puis un petit sourire. Je savais que ça attirerait ton attention. Elle a raccroché et m'a regardé. Il vient demain. Il veut juste discuter, discrètement. Tu n'as rien à faire, sauf dire la vérité. Ça, au moins, je pouvais encore le faire. Je suis restée pour le thé, du vrai thé cette fois, et nous nous sommes assises dans sa véranda avec l'odeur du jasmin qui flottait à travers les moustiquaires. Mais mon esprit revenait sans cesse à l'email d'Étienne. Elle est seule, pas de réseau de soutien. Pas de réseau de soutien, mon chéri. Ce garçon a oublié qu'il a élevé. Je vis peut-être seule, mais je n'ai jamais été esseulée. Il y a une différence. Laure n'est pas la seule dans cette ville à connaître mon numéro. J'ai les dames de la paroisse qui débarqueraient avec des gratins et des fourches si je le demandais. J'ai les gens de la coopérative agricole qui me connaissent depuis que j'ai acheté ma première poule. Étienne compte sur mon silence, mais je ne suis pas une plante d'intérieur. Je suis une veuve, et je me souviens comment me battre. Plus tard dans la nuit, de retour chez moi, j'ai sorti l'enregistreur de la poche de mon gilet. Je n'avais même pas l'intention d'attraper quelque chose d'utile, mais l'habitude c'est une drôle de chose. Je l'avais allumé plus tôt quand Étienne avait appelé pour prendre des nouvelles. Il a dit qu'il avait hâte d'être à ce week-end et qu'il, je cite, apporterait les documents de Durand. Je l'ai réécouté 3 fois, chaque mot clair et net. Puis j'ai rangé l'enregistreur au fond de la trousse de rasage de Jean, à côté du vieux rasoir droit qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Ça semblait juste, comme mettre une lame à côté d'une autre. Avant de me coucher, j'ai écrit une autre note dans mon journal. Il pense que je suis devenue tendre. Il ne voit pas le silex sous la mousse. Ce n'est pas grave. Je veux qu'il regarde ailleurs quand j'allumerai l'allumette. En éteignant la lumière, j'ai murmuré à voix haute à personne et à tout le monde. Laisse-le venir. Le secret d'un bon piège, mon chéri, c'est de le faire passer pour un cadeau. Et Dieu sait que j'ai passé ma vie à emballer des sacrifices et à les offrir comme s'ils étaient des bontés. Alors, quand Étienne est arrivé dans cette voiture de location vendredi après-midi avec son sourire de crocodile et une valise qu'il avait à peine pris la peine de fermer, je l'ai accueilli sur la véranda avec une tarte aux pêches et les bras ouverts. « Oh maman, tu n'aurais pas dû cuisiner », a-t-il dit, lorgnant déjà la maison comme un banquier lors d'une vente de succession. « Eh bien, tu es mon invité », ai-je dit en époussetant une trace de farine sur mon tablier. « Je pensais, pendant que tu es là, qu'on pourrait jeter un œil au testament. » Il s'est figé un instant. Mais je l'ai vu, cette lueur de joie à peine contenue. « Tu as pensé à ta succession ?» a-t-il demandé, la voix mielleuse. « Oui », ai-je dit, gardant un ton calme et posé. « Je suis seule depuis si longtemps que ça m'a fait réfléchir. Tu es mon seul enfant. C'est logique de mettre mes affaires en ordre. » Je pouvais presque entendre ses pensées tourner comme des mouches autour d'un melon mûr. « Bien sûr, maman », a-t-il dit. « C'est la chose la plus intelligente à faire. » Au dîner, j'ai mis le paquet, j'ai parlé de la difficulté à monter les escaliers, du jardin qui était devenu trop grand. J'ai même laissé ma main trembler un peu en attrapant le sel. « Tu as déjà pensé à vendre la maison ?» a demandé Étienne nonchalamment, en prenant son verre de vin. J'ai regardé par la fenêtre vers la lisière de la forêt où Jean et moi nous promenions les dimanches soirs. Les arbres là-bas captent la lumière comme des vitraux. « Oui », ai-je murmuré, comme si c'était difficile à admettre. J'ai eu des offres. Il s'est redressé. Vraiment? Quelqu'un de sérieux? Un homme de Lyon a parlé de droits d'exploitation forestière. J'ai secoué la tête. Mais je ne saurais pas par où commencer. Oh, je peux aider avec ça, a dit rapidement Étienne. J'ai un ami qui fait du droit immobilier. On pourrait lancer le processus ce week-end. J'ai souri et laissé le silence s'étirer. Je l'ai laissé croire qu'il gagnait. Ça ne ferait pas de mal de se renseigner, ai-je dit enfin. Peut-être que cette maison a fait son temps. Il a trinqué à un nouveau départ, j'ai trinqué à la clarté. Après le dîner,
pendant qu'il sortait pour prendre un appel, sans doute à ce serpent de Durand, j'ai accidentellement laissé le dossier marqué testament et titre de propriété sur la table basse. Rien que des copies des bulletins paroissiaux et une recette de tarte découpée dans un magazine de 1992. Mais ça avait l'air officiel et il n'a pas pu résister à jeter un œil. Je l'ai observé depuis la cuisine pendant qu'il l'ouvrait. Juste une lueur de confusion, puis ce petit sourire narquois. C'est comme ça que j'ai su que le piège fonctionnait. Plus tard, j'ai préparé la chambre d'amis, mis des serviettes propres sur le lit et déposé une des vieilles robes de chambre en flanelle de Jean, juste pour rappeler à Étienne quel genre d'homme vivait ici. Avant de me coucher, j'ai vérifié l'enregistreur dans le cadre photo du couloir. Il fonctionnait toujours, la petite lumière rouge clignotait. Je l'avais placé juste à côté de la photo d'Étienne à 16 ans, souriant à côté de Jean et moi pour le 14 juillet, à l'époque où il avait encore sa place dans cette maison. En m'allongeant dans mon lit, j'ai de nouveau pensé à Jean, à la façon dont il disait que le travail d'un jardinier n'était pas seulement de faire pousser, mais d'élaguer. Si tu laisses les choses mortes trop longtemps, disait-il, elles pourriront toute la racine. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément. Le piège était tendu, et mon garçon, il était déjà pris. Il ne le savait juste pas encore. Je savais qu'il essaierait quelque chose. Je ne m'attendais simplement pas à ce qu'il agisse si vite. Samedi soir, après une longue journée sirupeuse de faux sourires et de trop de « Maman, laisse-moi faire ça », j'ai servi mon rôti de bœuf à Étienne et me suis versé un petit verre de vin, du vrai vin, de la vraie nourriture, de la vraie confiance, sauf que, bien sûr, rien de tout cela n'était vrai. À mi-chemin du dessert, j'ai commencé à vaciller un peu, j'ai fait tomber ma cuillère exprès, j'ai laissé mes mots s'empâter sur les bords. « Oh, je dois être plus fatiguée que je ne le pensais », ai-je dit, portant la main à mon front comme une veuve fragile dans une pièce de théâtre. Étienne a bondi si vite qu'on aurait dit que je m'étais agrippé la poitrine. « Ça va, maman ? Peut-être juste m'allonger un peu, ai-je murmuré. Il m'a guidé jusqu'au canapé, bien trop empressé, a mis une couverture sur moi, m'a tapoté le bras comme si j'étais déjà à mi-chemin du paradis. « Repose-toi, ne t'inquiète de rien. Je pense que tu devrais peut-être appeler quelqu'un, ai-je chuchoté, à peine audible. Non, non, tu as juste besoin de repos, a-t-il dit trop vite. Appeler les gens ne fait qu'empirer les choses. Et voilà le silence, le délai, l'absence d'aide. J'ai fermé les yeux, écoutant le bruit de ses pas s'éloigner dans le couloir. Il pensait m'avoir. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que Laure était déjà dans l'allée. Voyez-vous, je lui avais dit d'attendre mon signal, la lumière de la véranda éteinte avant 20h30, que j'aille bien ou que je sois soudainement malade. À 20h37, elle a frappé fort à la porte. « Hélène » a-t-elle appelé, comme si tout était une coïncidence, sa voix douce et légère. « Tu n'as pas répondu à mon SMS pour la messe de dimanche. Je me suis dit que je passerais. » Étienne est venu à la porte l'air d'avoir avalé une punaise. « Oh, bonsoir, Madame Laure » a-t-il dit, sa bouche s'étirant déjà en un faux sourire. « Elle se repose. »« Elle ne se sent pas bien » a soufflé Laure. Ce n'est pas une vraie menace, juste une vieille commère. La voix à l'autre bout du fil était étouffée, mais j'ai pu distinguer un mot, forêt. Oui, la propriété est plus grande que je ne le pensais. Une forêt pleine de bois de feuillus. Durand a dit qu'on pourrait agir vite une fois que je serai sur le titre de propriété. Il s'agit juste de la faire paraître inapte. C'en était fait. J'ai éteint l'enregistreur et j'ai regardé mon propre reflet sur le côté en inox de la cafetière. Mon visage avait l'air calme, trop calme. J'ai glissé l'enregistreur dans la poche de mon tablier et je me suis assise à table. Il est entré en titubant dans la cuisine peu de temps après, bâillant comme un homme qui pense avoir mérité son repos. « Bonjour, maman. Bien dormi ? » « Oui, » ai-je dit en versant du café dans 2 tasses. « Mieux que prévu. » Il a attrapé le sucrier, ne remarquant pas que ma main était stable cette fois, pas tremblante, pas frêle. Je ne m'étais jamais sentie aussi lucide de ma vie. Je pensais, ai-je dit en lui offrant la 2e tasse, tu devrais appeler ton ami avocat. Peut-être que je pourrais lui parler aujourd'hui, faire avancer les choses pour le testament. Ses yeux se sont illuminés comme un feu d'artifice. Tu es sûr? J'ai hoché la tête. Autant le faire. Il a sorti son téléphone immédiatement, ses doigts volants. Je l'appelle tout de suite. Tu vas l'adorer. Un type malin. Il sait comment simplifier les choses pour les gens de ton âge. Les gens de ton âge. J'ai souri dans mon café. Ça a l'air parfait. Il est sorti pour prendre l'appel,
faisant les 100 pas juste derrière la fenêtre où je pouvais voir chaque tressaillement de sa bouche, chaque lueur dans son œil. Un serpent dans le jardin. Pensant que je ne sais pas ce qu'il sème, mais ce qu'il ne voyait pas, ce qu'il ne pouvait pas voir, c'est que j'avais déjà semé quelque chose de plus fort, la vérité. Et je l'avais attrapée en train de la dire à voix haute, pas seulement à moi, mais à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui pouvait la mettre dans un dossier et la porter sur un insigne. Je ne suis pas allée à la messe ce matin-là. J'avais d'autres prières à faire. À la place, j'ai écrit dans mon registre, enregistrement sauvegardé. Droit forestier mentionné, manipulation de documents confirmés. Soyez en témoin. Que Dieu lui vienne en aide. Et puis j'ai appelé Laure. Dites à l'inspecteur Marchand, ai-je dit, que la récolte est prête. Le temps a toujours été mon allié. J'ai appris à attendre pendant la maladie de Jean, pendant les longues années de silence d'Étienne, pendant chaque dimanche où je mettais un couvert supplémentaire à table qui restait vide. Et maintenant j'attendais à nouveau, mais cette fois avec un but. Après l'enregistrement, j'ai laissé les choses se décanter comme le limon dans un ruisseau. Je n'ai pas pressé, pas insisté. J'ai simplement laissé Étienne s'installer, le laissant penser que je m'appuyais sur lui. Il a commencé à fredonner le matin, à dire des choses comme « On devrait faire signer ce testament bientôt, maman, juste pour ta tranquillité d'esprit. » Et je hochais lentement la tête, comme si l'idée de ma propre tranquillité d'esprit venait de m'effleurer. Chaque jour qu'il restait, il laissait tomber un peu plus le masque. Il a commencé à vérifier la boîte aux lettres comme si elle lui appartenait, à demander si j'avais fait un double de la clé de la maison juste au cas où, a commencé à me dire quelle facture je devrais annuler. Tu n'auras plus besoin du câble bien longtemps, maman, pas quand on te déménagera dans un endroit plus simple. Il pensait que je battais en retraite, que je glissais. J'ai bien joué le rôle, j'ai égaré mes lunettes de lecture exprès, j'ai confondu l'aspirateur avec le mixeur, j'ai pris plus de temps pour répondre aux questions. Oh, je suis juste fatiguée, disais-je en me massant les tempes. Ce que je faisais vraiment, c'était regarder, écouter et tout noter. J'ai rempli 2 pages de mon registre cette semaine. Heure, date, citation. Comme le moment où il a marmonné à moitié pour lui-même en fouillant dans mon tiroir de cuisine. Cet endroit est une mine d'or, ou quand je l'ai entendu au téléphone avec Durand, en haut-parleur, juste devant la fenêtre près du rosier. Une fois que je lui aurai fait signer la cession rapide, a-t-il dit, on pourra mettre en vente le mois prochain. La tutelle est le plan B si elle devient têtue. Têtue ? Mon chéri, des hommes meilleurs que toi m'ont traité de pire. J'ai passé les notes à Laure, qui les a transmises discrètement à l'inspecteur Marchand. Sans chichi, sans drame, juste des faits calmement recueillis comme des tomates mûres sur la vigne. Marchand était impressionné, a-t-elle dit, qualifiant cela de, je cite, la piste la plus propre qu'il ait jamais vue. Pendant ce temps, j'ai laissé Étienne faire comme chez lui. Je l'ai laissé s'occuper des courses, des appels téléphoniques, je l'ai laissé dire aux voisins que je me reposais plus ces derniers temps. J'ai même laissé Étienne répondre au téléphone quand le curé a appelé. Elle fait encore la sieste, a-t-il dit, mais je lui transmettrai votre message. C'est moi qui gère les choses maintenant. J'ai souri en entendant ça, car à chaque mot, chaque supposition, chaque pas arrogant qu'il faisait dans ma vie, il laissait une empreinte. Et les empreintes, mon chéri, sont faciles à suivre. J'ai commencé à faire des siestes, de vraies siestes, celles où on laisse son corps se détendre parce que pour une fois, le fardeau n'est plus seulement sur nos épaules, parce que quelqu'un d'autre veille. L'inspecteur Marchand a dit alors, on y est presque. Ils attendent juste une dernière chose. Une déclaration formelle, quelque chose de signé et de témoigné, montrant l'intention d'Étienne de réclamer ce qui ne lui appartient pas. Et ça arrive bientôt, car j'ai dit à Étienne aujourd'hui, de la voix la plus douce que j'ai pu trouver. Je crois que je suis prête à finaliser les choses, la maison, le testament, tout. Il s'est illuminé comme un joueur tenant un carré d'as. On pourrait peut-être faire un petit dîner, ai-je dit, un dernier vrai repas pour fêter ça. Il a hoché la tête si vite que j'ai cru que son cou allait se briser. Et en me levant pour débarrasser nos assiettes, j'ai murmuré dans mon cœur. Tu ferais mieux de bien manger, mon garçon, parce que bientôt tu t'étoufferas avec la vérité. Le premier coup de froid est arrivé la nuit dernière, le vent bruissant dans les arbres comme des murmures de mort. Je me suis réveillée avant l'aube, comme je le faisais quand Jean avait des gardes-tôt au dispensaire. Quelque chose dans l'air m'a dit que la balance avait penché, qu'après toute cette attente, le balancier était de mon côté. Laure a appelé juste après 8 heures. Sa voix était basse, sèche mais stable. Marchand veut vous voir aujourd'hui. Je n'ai pas demandé pourquoi, j'ai juste dit, sur la véranda arrière, à midi. Étienne était sorti.
Il a dit qu'il devait aller chercher quelque chose d'important en ville. Il a pris ma voiture. Naturellement, sa voiture de location avait disparu jeudi. Il a prétendu que la société en avait besoin. Je n'ai pas discuté, je l'ai laissé conduire ma voiture. Et Dieu merci, car lorsque l'inspecteur Marchand est arrivé sur ma véranda 2 heures plus tard, grand, silencieux, et enveloppé dans un manteau qui sentait encore légèrement la fumée de bois, il m'a tendu une photo ma voiture. Devant un garage à 2 villes d'ici. À l'intérieur, ma conduite de frein était nettement coupée. Pas une rupture, pas de la corrosion, une entaille. Marchand m'a regardé, son expression indéchiffrable. Il avait dit au mécanicien qu'il avait remarqué une fuite et demandé un devis, mais n'avait jamais récupéré la voiture. J'ai senti le souffle quitter mes poumons, non pas de peur mais de clarté. Allait-il attendre que je reprenne le volant? Ai-je demandé. Ma voix était égale, dure. Difficile à dire, a répondu Marchand, mais si vous aviez conduit cette voiture dans ces collines. Il n'a pas fini, il n'en avait pas besoin. J'ai croisé les mains sur mes genoux et j'ai hoché la tête. Alors c'est l'heure. Marchand m'a donné une clé USB avec les dernières preuves, les fichiers audio, les emails, quelques photos prises par un officier en civil posté au bout de la route. Vous avez fait le plus gros du travail, a-t-il dit. Tout ce dont nous avons besoin maintenant, c'est le coup final, quelque chose de formel, dont il ne pourra pas se sortir par des paroles. J'ai souri. Il l'aura ce soir. Nous ne nous sommes pas dit au revoir, nous n'en avions pas besoin. Après son départ, je me suis assise sur la balançoire et je me suis laissé sentir le poids de tout cela. Pas de la peur, pas de la tristesse, mais la douleur de savoir que j'avais élevé un enfant qui aurait pu me tuer pour un chèque. Un faucon planait au-dessus, silencieux et acéré. J'ai fait une note dans mon registre, sabotage de frein confirmé, intention. Le jeu du silence ou de la saisie continue. Puis je suis rentrée et j'ai mis la table, nappe en lin, serviette, la belle porcelaine, le vieux couvert de Jean juste pour la symétrie. J'ai même allumé les bougies que nous avions eues pour notre 15e anniversaire, celles que nous utilisions quand nous avions des invités, car ce soir n'était pas juste un dîner, mon chéri, c'était un lever de rideau. Il est rentré vers 18 heures, plein de charme et d'assurance. Ça sent divinement bon, a-t-il dit en posant ses clés sur le comptoir comme si elles lui appartenaient. Je me suis dit qu'on allait fêter ça, lui ai-je dit. J'ai décidé de finaliser le testament, de tout mettre en ordre demain. Il a cligné des yeux, puis a souri. C'est super, maman, vraiment super. J'ai versé du vin et l'ai laissé prendre la première gorgée. Et ton verre? A-t-il demandé. Oh, je prendrai une tisane. Tu sais que ça calme mon estomac. Il a levé son verre à nouveau. À la famille. J'ai fait teinter ma tasse de thé contre son verre de vin. À la conclusion. Et j'ai su, alors que la lueur des bougies vacillait sur son visage, que la balance avait basculé, qu'il était entré dans un piège si silencieux, si doux. Il pensait toujours être celui qui tenait la laisse, mais demain il se réveillerait face à la vérité, et la seule chose qui l'attendrait à la porte serait le son d'un insigne. J'ai astiqué l'argenterie ce matin-là avec des mains qui ne tremblaient pas. Le linge était repassé, le rôti assaisonné sur le comptoir, le pain de campagne, recette de Jean, juste assez sucré pour se sentir chez soi, chauffait dans le four, et l'air sentait la finalité. Étienne est arrivé vers 10 heures, toujours en robe de chambre, se frottant les yeux comme un homme qui pensait que le monde lui appartenait. J'avais oublié comme il est agréable de dormir ici, a-t-il dit en se servant du café. Si calme dans les bois. Paisible, ai-je souri dans ma tasse de thé. Oui, paisible. Il n'a pas remarqué que je n'avais pas bu une gorgée. Après le déjeuner, je lui ai dit que j'avais invité quelques personnes pour le dîner. Oh, il a essayé de paraître décontracté, mais je l'ai vu dans sa mâchoire, la crispation. Il n'avait pas prévu d'inviter. Juste Laure et mon notaire. Je me suis dit qu'il valait mieux faire avancer les papiers. Tu as déjà appelé maître Harmon, a-t-il demandé, la voix se tendant. Bien sûr, ai-je dit légèrement. Il s'occupe de tout depuis le décès de Jean. Il fait pratiquement partie de la famille. Ce mot, famille, flottait dans l'air entre nous. Je me suis dit qu'on en ferait une soirée. Bonne nourriture, quelques toasts, une conclusion. Il a hoché la tête lentement, les yeux calculateurs. Ça a l'air super, maman. À 17 heures, la table était mise, 3 verres à chaque place, comme maman me l'avait appris. Des fleurs fraîches au centre, de la verge d'or sauvage que j'avais cueillie ce matin,
le genre que j'en glissais derrière mon oreille quand il pensait que j'avais besoin d'être réconfortée. Laure est arrivée la première, portant ce gilet prune qui, dit-elle toujours, lui donne un air respectable, mais méfiant. Je lui ai fait un clin d'œil. Elle portait une tarte et un sac à main assez grand pour cacher un enregistreur, un revolver, ou les deux. Puis est arrivé maître Richard Harmon, mon notaire depuis 30 ans. Main stable, col impeccable et cette voix lente et calme qui m'a guidée à travers chaque décision difficile depuis 1982. Étienne les a accueillis tous les deux avec ce sourire de vendeur. Eh bien, c'est charmant. Je suis si content que maman prenne enfin son avenir en main. En effet, a dit Richard, me lançant un regard qui contenait tout le vrai sens. Nous avons mangé, nous avons ri, j'ai même laissé Étienne découper le rôti comme s'il était l'homme de la maison. J'ai attendu le dessert. J'aimerais faire une annonce, ai-je dit en posant ma fourchette. Avant que nous ne signions quoi que ce soit ce soir. Étienne s'est redressé, Laure a plié sa serviette, Richard a sorti son stylo. Je me suis levée. J'ai décidé de ne pas laisser la maison à mon fils. Silence. Étienne a cligné des yeux. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu non pas un fils mais un homme si consumé par la cupidité qu'il ne pouvait même pas feindre d'être blessé de manière convaincante. Je la transfère, ai-je dit, à la Fondation pour la conservation des forêts, avec effet immédiat, au nom de Jean. T'as quoi? Sa voix s'est brisée sur la dernière syllabe. Je suis resté calme, mesuré. C'est ce que ton père aurait voulu, préserver la terre, les arbres, la maison pour de bon. Mais maman, non, ai-je dit, ma voix soudainement tranchante. Plus de maman, pas ce soir. Les yeux de Laure brillaient, mais elle gardait le menton haut. Richard a sorti une deuxième liasse de documents, ce qu'Étienne n'avait pas vu. Je les regardais pâlir alors que les papiers passaient sur la table, ma signature déjà apposée, authentifiée ce matin. Ça ne peut pas être légal, a-t-il marmonné. C'est plus que légal, a dit Richard. C'est blindé. Étienne s'est levé brusquement, renversant son verre de vin. Le liquide s'est répandu sur la nappe comme du sang. Et puis je lui ai tendu une dernière chose, une simple enveloppe blanche. À l'intérieur, une clé USB. Qu'est-ce que c'est? Juste quelque chose pour te faire réfléchir, ai-je dit en croisant les mains. Quelques-unes de tes conversations, quelques promesses que tu as faites à Durand, quelques discussions sur des conduites de frein. Il m'a dévisagé, le visage vidé de sa couleur. Tu crois que tu peux me piéger? A-t-il sifflé. Je ne t'ai pas piégé, ai-je dit doucement. Tu es entré tout seul. La pièce est tombée dans le silence, puis je me suis levé de table et je suis sorti, passant devant les photos sur le mur du couloir, devant le porte-manteau où le vieux chapeau de Jean était encore accroché. À la porte qu'Étienne pensait un jour être la sienne, je n'ai pas regardé en arrière, car, mon chéri, le dîner n'a jamais été pour la célébration. Il était pour la consécration. Je ne faisais pas que récupérer ma vie, je récupérais mon héritage. Ce sont les tasses à thé qui ont tout scellé. J'ai sorti ma plus belle porcelaine, blanche avec de minuscules bleuets peints sur le bord. Jean me les avait offertes pour notre 25e anniversaire de mariage. Je ne les utilisais que pour les vrais invités, et ce soir, exigeait une cérémonie. Étienne était assis, raide, à table, l'enveloppe et la clé USB intacte à côté de son assiette. Laure et Richard étaient sortis pour nous laisser de l'intimité, mais ils savaient bien, ils n'attendaient que le signal. Je me suis déplacé lentement, prudemment. Mes doigts ne tremblaient pas. Je me suis dit qu'on pourrait prendre une tasse tranquille, ai-je dit, avant que tout ne soit finalisé. Étienne me regardait avec méfiance. Tu vas vraiment jusqu'au bout. J'ai versé l'eau, laissé la vapeur s'enrouler comme des fantômes qui s'élèvent. Je n'ai pas répondu, j'ai juste placé la tasse devant lui, puis je me suis assise avec la mienne. 2 tasses identiques, 2 soucoupes identiques, un seul échange. Il a regardé le thé, puis m'a regardé. Alors c'est tout? Tu me coupes de tout? J'ai siroté mon thé, vraie camomille, vraie paix. Je ne te coupe pas, je te laisse partir. Il a pris une longue gorgée du sien, s'attendant probablement à la glissade douce habituelle des herbes et du miel, mais ce que j'avais ajouté ce soir n'était pas du poison, c'était une perspective. Laure m'avait aidé à le trouver, un sédatif parfaitement légal à faible dose, juste assez pour brouiller les contours. Rien de nocif, juste assez pour délier la langue d'un homme et faire vaciller son équilibre. Il a cligné des yeux, s'est frotté la tempe. Quelque chose ne va pas. Je me suis penché en avant. Parlons de cette conduite de frein.
Sa tête s'est redressée d'un coup. Je n'ai pas, de quoi tu parles? Tu l'as dit toi-même, juste là sur cet appel. Elle ne la conduira plus de toute façon. Je l'ai cité mot pour mot. Son visage est devenu blanc. J'ai sorti le petit enregistreur de ma poche et je l'ai posé sur la table. J'ai appuyé sur lecture. Une fois que je lui aurai fait signer la cession rapide, on pourra mettre en vente. Elle est confuse la moitié du temps. Il faut juste faire en sorte qu'elle ait l'air de décliner. Il a tendu la main vers l'appareil, maladroitement. Maintenant tu me tends un piège. Non, Étienne, ai-je dit, ma voix comme de la pierre froide. Ça, tu l'as fait tout seul. À ce moment-là, Laure a ouvert la porte d'entrée et est entrée, l'inspecteur marchant derrière elle. Pas d'uniforme, pas de gyrophare, juste l'autorité tranquille de quelqu'un qui sait déjà. Étienne a essayé de se lever, a vacillé. Qu'est-ce que c'est? A-t-il lâché, ses mots commençant à s'empâter. Tu m'as drogué. Ne sois pas dramatique, ai-je dit en me levant lentement. C'est ce que tu me donnes depuis des semaines, n'est-ce pas? Considère ça comme une expérience partagée. Marchand s'est avancé et a posé une main sur l'épaule d'Étienne. Monsieur Whitlow, a-t-il dit calmement, vous devez venir avec moi. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Les yeux d'Étienne se sont tournés vers moi, grand maintenant, affolé. Tu as tout prévu. J'ai baissé les yeux sur la tasse de thé, celle que Jean m'avait donnée, celle qu'Étienne avait utilisée pour empoisonner la confiance. J'ai tout préparé, ai-je dit. Il était trop désorienté pour se battre, trop dans le brouillard pour fuir. Marchand l'a conduit dehors doucement, de la manière dont on guiderait un homme ivre chez lui après une fête. Seulement celui-ci se dirigeait vers un jugement. Une pièce avec des barreaux et un dossier plus épais que le brouillard d'hiver. Quand la porte s'est refermée derrière eux, je suis resté seul dans la salle à manger. L'horloge tournait au mur, la table était silencieuse. Juste 2 tasses, une vide, une pleine. J'ai porté la pleine à l'évier et je l'ai vidée. Inutile de garder des restes, la justice n'exige pas de surplus. Au moment où le soleil du matin filtrait à travers les pins et réchauffait le rebord de la fenêtre, j'étais déjà parti. Bottes aux pieds, gilet boutonné et valise fermée. J'ai laissé un mot pour Laure sur la table de la cuisine, juste à côté de la tasse de thé bleu qu'Étienne avait utilisée. La maison était impeccable. Son sac était toujours près de la porte. Il n'avait même pas fait ses bagages. Il pensait rester? Il s'est trompé. J'ai pris le vieux pick-up, le camion de Jean. Il tourne encore comme une horloge si on sait lui parler, et je suis allé en ville. Je l'ai garé derrière la coopérative où personne ne regarde à 2 fois, et je suis monté avec la femme du curé qui allait vers le nord. Je lui ai dit que j'avais une visite à faire. Elle n'a pas posé de questions. Laure a envoyé un SMS à 7h12. Il est réveillé. Il panique. La police vient d'arriver. Je n'ai pas répondu, je l'ai laissé gérer les conséquences, je l'ai laissé gérer le silence. Parce qu'il y a une sorte de jugement qui ne vient pas avec des cris ou des portes qui claquent. Il vient quand la personne que vous aviez l'intention de conquérir disparaît simplement, s'en va, et vous laisse debout dans les ruines que vous avez construites de vos propres mains. Étienne trouverait l'enregistreur parti, la clé USB manquante, le faux testament déchiqueté dans la cheminée. Il m'appellerait, j'en suis sûr. Peut-être maudirait-il, peut-être supplierait-il, peut-être réaliserait-il trop tard que je n'avais jamais été confuse pas une seule fois. Il ouvrirait les tiroirs et les trouverait vides. Il regarderait la terre et saurait qu'il ne la posséderait jamais. Et quand les gendarmes lui demanderaient de les suivre sans faire d'histoire, il n'aurait pas de mère pour le défendre, pour pleurer ou le couvrir ou prétendre qu'il avait juste besoin d'aide. Tout ce qui lui resterait, ce serait son nom et un dossier qui disait le contraire. J'ai passé la journée au chalet de Laure dans les collines, un petit endroit qu'elle garde pour les week-ends tranquilles, juste après le ruisseau à truites. Elle m'avait laissé des draps propres et un mot. Repose-toi, on s'occupe de lui. Alors c'est ce que j'ai fait. Je me suis assise sur la véranda et j'ai regardé les ombres s'étirer sur la crête. Le vent sentait le pin et la pierre de rivière. Ce soir-là, je me suis cuisiné une petite poêlée d'œufs et de tomates, de la même manière que Jean les aimait les matins froids. Et quand je me suis glissée dans le lit, j'ai fixé le plafond et j'ai murmuré. Tu as bien fait, ma vieille. Parce que parfois, la chose la plus féroce que vous puissiez faire n'est pas de vous battre, c'est de partir. Sans larmes, sans discours, juste le son de la porte qui se referme doucement derrière vous, doux et final.